Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre épisode supplément du week-end de Tech Café. Ce n'est pas l'épisode hebdomadaire que vous pouvez écouter, c'est l'épisode précédent du flux du podcast. On vous a parlé notamment de situations sur la base de résultats financiers de plusieurs entreprises qui sont ou excellents ou très bons, mais parfois ça pose problème et dans d'autres cas c'est plutôt satisfaisant. Et on vous a parlé aussi du Metaverse suite à la conférence de Facebook qu'il faut appeler maintenant Meta. On vous a parlé un petit peu de jeux vidéo, mais on a d'autres sujets qu'on voulait vous partager qui ont fait l'objet de notre veille, et en particulier quand je dis notre veille, c'est celle de Guillaume Poggiastala. Salut Guillaume. Salut. Est-ce que tu vas toujours bien suite à cet épisode hebdo? Est-ce que tu es toujours en forme pour ce petit week-end? Eh bah écoute, oui, je vais toujours bien, je suis toujours en forme. T'as prévu des trucs sympas pour ce week-end alors que nos auditeurs nous écoutent? Alors, pour ce week-end, j'ai pas prévu grand-chose parce qu'en fait, le temps me laisse pas forcément prévoir grand-chose à l'avance, donc il faut sauter sur les occasions, tu vois, c'est ça, c'est carpe diem ici. C'est beau, c'est beau. On a donc plusieurs sujets à vous relayer. Écoute, on va commencer sans autre forme de procès à parler d'une nouvelle prouesse d'Adobe ou d'Adobe, là aussi en fonction de comment on veut le prononcer, à la française ou à l'américaine, mais la société éditrice de Photoshop, Illustrator, qui fait du deepfake, Guillaume. Ouais, alors tu sais, on avait parlé probablement des neural filters, les filtres neuraux. C'est vieux en fait, hein, c'est de 2020, c'est saut 2020. C'était une série de filtres intelligents, je sais pas si tu te souviens. Donc c'est des gros algorithmes de deep learning dans le cloud qui peuvent faire des miracles ou presque. Hein. Bon, par exemple, tu mets ta tête dedans, enfin c'est sous Photoshop, donc tu mets ta tête en photo et tu peux changer ton expression faciale, ton âge, tes cheveux, rajouter une moustache. Tout ça simplement sous Photoshop avec des sliders. Donc voilà, tu peux même coloriser des photos ou rajouter des sources lumineuses qui n'existent pas. Voilà. Donc c'est génial, ça marchait seulement aux photos. Et ce que propose cette année Adobe avec Project Morpheus, c'est assez logiquement finalement de passer à la vidéo. Alors pour l'instant, c'est un script Python qui est lancé sur un MacBook Pro, et la démo montre juste une courte vidéo dans laquelle on force quelqu'un qui a visiblement eu une mauvaise journée à sourire. Et comble de la cruauté, on le force même à avoir une moustache. Bon, ça montre bien le danger de ces algorithmes quand même. Hein. Et en vrai, le fait que ce soit un script Python et que ça soit pas juste déjà sorti, montre plutôt qu'Adobe est hésitant face à la technologie. Parce que bon, le deepfake, c'est un truc qui existe depuis un moment. Hein. Des outils open source existent, de même que des applis grand public en fait, hein, qui proposent d'ailleurs parfois des services plutôt anodins, hein, comme se mettre dans un film, des trucs sur smartphone, on a tous vu ça, ou des trucs franchement plus glauques, comme déshabiller quelqu'un, et plutôt quelqu'une, hein, puisque en général les algos sont entraînés sur des corps de femmes, donc ils sont incapables de déshabiller un homme. Donc voilà, déshabiller des quelqu'unes à la demande, ou déflouter des pénis et des vagins, comme on en avait parlé la dernière fois. Au Japon, totalement. Au Japon notamment, voilà. Donc, ou évidemment changer les visages. Bon. Donc Adobe propose des produits commerciaux qui sont très sophistiqués déjà, hein, sur les mêmes bases techniques en fait. Et donc il applique finalement uniquement ses propres trucs qui existent déjà sur des séries de photos plutôt que sur une seule. Donc c'est pas très impressionnant. Mais en fait, l'apparition de ces fonctions dans Premiere, là, ça signera vraiment la démocratisation ultime de ces trucs, tu vois. Le deep learning arrive dans Photoshop, voilà, tu Photoshop quelqu'un, maintenant Photoshopper quelqu'un, ça veut dire éventuellement faire un vieillard ou un jeune homme en 2 clics, tu vois, en un slider, quoi. Et s'il le voulait, c'est évident qu'Adobe pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'ils font. Il pourrait mettre du face swap de super qualité, probablement dans Premiere, comme si c'était une fonction standard, tu vois. Mais avant, il veut quand même, je pense, tâter un petit peu de la température, voir comment tournent les réglementations, comment c'est accueilli par le public. Ça, c'est là, on est vraiment dans un truc où, clairement, les normes sociales et tout ça, voilà, c'est pas des obstacles technologiques, quoi. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la réception de la société, quoi, au truc. Ils veulent pas se mettre en porte-à-faux et on les comprend. Mais ils ont déjà été fortement pointés du doigt, même si c'est plus les utilisateurs que les technologies, mais on parle bien de photoshopper des photos maintenant, et à quel point ça peut causer du tort dans la perception des individus, dans le grand public. Donc on peut imaginer effectivement qui se pose la question. Je peux pas m'empêcher de penser cyniquement que ça peut être un super outil pour les terroristes, tu sais, qui font témoigner les otages qu'ils ont en vidéo, et ils ont même plus besoin de leur demander de forcer à sourire, tu vois. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Ça peut être utilisé de tellement de mauvaises manières. Ouais.
et aussi de bonne manière, hein, que c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est un truc extrêmement délicat, même si technologiquement Adobe pourrait sortir un truc absolument quand il le voudrait. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est assez nouveau par contre en fait, si j'y réfléchis un petit peu à la volée en même temps qu'on échange tous les deux, qu'une technologie soit suffisamment mûre techniquement pour être déployée, mais sur laquelle on commence à se poser des questions, des usages qui peuvent en être faits. Tu vois, je pense notamment à GPT-3, des algorithmes comme ça, mais c'est pas aussi peut-être convaincant que ne peuvent l'être ces filtres-là, je sais pas. D'habitude, c'est exactement l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire, d'abord, on sort les trucs, on essaie de créer le marché le plus gros possible. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que d'habitude, c'est l'inverse. Bah oui, non, mais c'est... Donc, bon, mais t'as raison. D'ailleurs, puisqu'on a parlé de deep learning et de GPT, tiens, ça me fait penser que les Chinois sont chauds bouillants sur le secteur de l'IA, on le sait bien, ils crient sur tous les toits qu'ils veulent devenir la plus grande puissance d'intelligence artificielle. Et donc, après Megatron, après GPT-3, après Xiaolxie, ou quel que soit comment on prononce ce truc, voici Yuan. Yuan, c'est un modèle de langage géant. C'est pas un nom de panda aussi aux eaux de Beauval ? Aussi, c'est le nom d'un héros de BD aussi, de BD belge. Qu'est-ce que c'est mauvais comme remarque, en plus c'est limite pas drôle, bon, c'est pas bien. Je reprends ma remarque pas drôle, excuse-moi. Moi je pensais à Johan et Pierre Luit, mais bon. Bref, c'est pas mieux, donc tu vois, je t'accompagne. Bref, Yuan, un modèle de langage de 245,7 milliards de paramètres, contre 175 milliards pour GPT-3. Et en plus, il a le bon goût d'avoir un nom prononçable. Donc voilà, il est fait par Inspur, qui est un prestataire cloud chinois, qui devait sans doute avoir un data center ou deux au chômage technique, je sais pas comment ça lui est venu. Mais bon, Yuan 1.0 parle donc chinois, et apparemment il le fait très bien, puisque voilà, ses productions sont, d'après son papa, qui est très fier, indistinguables de textes produits par des humains. Voilà, Yuan est un élève très doué qui écrit des poésies, des articles et des chansons. C'est pas avec ça que tu vas devenir populaire au collège, mais bon... Quand même, il pourrait se faire respecter, parce que voilà, sa formation apparemment a demandé moins de ressources que pour l'ex-premier de la classe GPT-3, et le fait qu'il soit meilleur et de loin en chinois que tous les autres, que GPT-3 en particulier, ça peut faire des envieux, parce que la Chine c'est quand même un marché à conquérir monstrueux pour les GAFAM, et je pense qu'ils auraient bien été contents d'avoir un super modèle de langage doué en chinois, ça aurait pu les aider, donc il y en a peut-être qui sont un peu vénères de pas avoir réussi avant à faire ce truc-là. Mais bon, il y a pire encore, c'est quand même encore un nouveau record chinois, et tu sais que les records chinois, ça inquiète jusqu'au Pentagone, qui voit déjà les États-Unis distancés technologiquement, à moyen terme, et distancés militairement peu après, en fait. Il y a même un général, je crois, il y a pas un général du Pentagone qui a claqué la porte en disant que de toute façon, les États-Unis faisaient pas ce qu'il fallait pour rester dans la course et que c'était mort, quoi. Donc ça commence à s'inquiéter sec. Je fais une petite parenthèse qui est que partiellement rattachée à cette news, mais j'ai vu une bonne partie, je la verrai pas en entier, c'est trop long, mais la vidéo de Thinkerview, la chaîne YouTube, qui a interviewé l'ambassadeur chinois en France à Paris, et c'est assez remarquable de voir l'aisance avec laquelle il défend des faits chinois. Alors en plus ils y vont pas avec le dos de la cuillère, ils parlent des Ouïghours, ils parlent de plein de trucs comme ça. Il parle évidemment des conflits avec les États-Unis, conflits armés avec Taïwan, etc. Et il y a un sentiment un peu ambivalent qu'on a en regardant cette vidéo, c'est tout à la fois la force que peut avoir une parole du parti communiste chinois, et à quel point ils peuvent s'approprier ces discours, et à quel point, à mon avis, ils disent évidemment ce qui les arrange, et à quel point, en même temps, quand on l'écoute, on peut aussi concevoir le fait qu'il y ait d'autres positions que les positions américaines. Donc c'est pas et donc de pas considérer les propos américains partagés par les Américains comme étant forcément sûrs à 100%. Mais voilà, c'est très partiellement rattaché à la news, mais on peut imaginer les conflits que ça peut laisser entreapercevoir sur le plan technologique entre la Chine et les États-Unis, forcément. La guerre se mène aussi dans les compilateurs, Guillaume. Est-ce que tu vas nous dire qu'aucun compilateur n'est digne de confiance de nos jours ? C'est vrai. Non, mais c'est effectivement, tous les compilateurs sont probablement cette vulnérabilité. Merde. Mais c'est pas vraiment leur faute. En fait, c'est parce que
il faut revenir aux bases, qui est Qu'est-ce comment on qu'un écrit du compilateur ? texte. Pardon. Même avant ça, c'est comment on écrit du texte sur un ordinateur. Parce qu'écrire du texte sur un ordinateur, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Pourtant, c'est bien intégré dans notre quotidien, je pense, maintenant. T'appuies sur une touche, la touche apparaît. C'est vrai, mais un ordinateur, ça sait pas ce que c'est que le texte. En fait, le texte, ça n'existe pas. Lui, il voit que des nombres. Donc, il faut coder tout ça. Donc, dès le début, on a codé les lettres et plus largement tout ce qui s'affiche. Et puis même ce qui s'affiche pas d'ailleurs, comme la barre d'espace. On a codé tout ça sur un octet, 7 bits en ASCII original. Mais bon, c'est vrai que 7 ou 8 bits, 128 ou 256 possibilités. Tu peux mettre à l'aise l'alphabet anglais, éventuellement les alphabets occidentaux, mais après, ça coince. Pour mettre l'alphabet arabe, l'hébreu, le sanskrit, et puis les idéogrammes chinois, japonais, il faut plus, beaucoup plus. Et donc Unicode est né de ça. Donc c'est une table de caractères plutôt fat, puisqu'elle fait quand même 143 859 signes pour 150 écritures différentes. Donc ça, et elle est née à sa 13e version. Et donc Unicode, c'est une table de caractères qui se code en UTF 8, 16 ou 32. Bon, avoir tous ces caractères, c'est cool, évidemment, parce qu'on peut écrire pratiquement toutes les langues du monde, virtuellement, là, on est quand même pas loin. Mais il faut aussi savoir comment les afficher, en particulier dans quel ordre. Donc, principalement, on va dire, il y a de gauche à droite, ou de droite à gauche, comme l'arabe, par exemple. Donc, Unicode, ça encode aussi ça, le sens de l'écriture, et il y a même des caractères spéciaux pour spécifier localement un changement de sens. C'est utile parce que si on veut mettre une phrase en anglais dans un document en arabe, par exemple, il faut dire, voilà, c'est comment on écrit quoi. Comment on écrit quoi, si tu veux, voilà. Alors tout ça c'est compliqué, mais nécessaire, et puis les gars de chez Unicode font les standards, qui sont implémentés un petit peu partout, des traitements de texte au compilateur, et personne n'y pense jamais. Personne, sauf les gens de Crepson Security, qui ont l'esprit tordu, franchement, mais qui sont extrêmement malins. Donc, comment introduire dans un code source une vulnérabilité invisible pour un humain, mais que tous les compilateurs vont compiler et introduire dans l'application finale, en introduisant des caractères de contrôle dans les commentaires qui changent le sens de lecture. Donc c'est possible, parce que virtuellement tous les compilateurs supportent Unicode, et aucun ne fait trop attention à ce qu'il y a dans les commentaires, parce que c'est des commentaires. Donc leur fonction c'est d'être ignoré, quelque part, a priori. Donc il n'y a pas vraiment de protection de ce côté-là. Et puis les éditeurs, de toute façon, eux ils affichent comme ils sont censés afficher l'Unicode. Donc s'il y a des changements de sens, de toute façon c'est à eux ils le prennent en compte, c'est normal. Donc maintenant, supposons que quelqu'un de très malin mette un commentaire au milieu du code qui change le sens de lecture. Donc tu mets le commentaire au milieu du code, et dans ce commentaire, tu as un caractère de changement de sens de lecture, sur une portion de ce commentaire. Donc imaginons qu'il le fasse juste avant la fin du commentaire, qui serait suivi d'un return, par exemple, une fin de fonction. Donc ce qu'un humain qui vérifie le code, par exemple, va voir, c'est le texte avec le changement de sens pris en compte, le texte rendu par l'éditeur, qui lui sera pas suspect. Puisque le return sera dans le commentaire. Ça sera pas une commande, en fait. Ça sera dans le commentaire. Donc, pour lui, il n'y a pas de souci. Il va pas être exécuté. Il va pas être compilé. Mais le compilateur, lui, il va pas rendre le texte comme l'éditeur. En fait, pour lui, le code de changement de sens, il n'a pas de valeur particulière. C'est un compilateur. Il s'en fout du code de changement de sens. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ignorer ce code de changement de sens et il va rendre le code original. Celui que tu ne vois pas, parce que justement, l'éditeur le rend d'une manière différente. Donc lui, il va voir ce code original qui a été introduit malicieusement, et donc, avec la fin du commentaire et le return prématuré, donc il va compiler ce code qui est différent de celui qui est visible, et c'est un code qui va sortir prématurément, en ne faisant pas ce que la fonction est censée faire. Donc c'est hyper tordu, mais les auteurs donnent plusieurs exemples dans l'article dont vous avez le lien dans les notes. Donc c'est incroyablement malin, parce que ça touche potentiellement tous les langages, toutes les plateformes et toutes les machines. Il suffit qu'un projet open source soit modifié comme ça, les reviewers, ceux qui vérifient le code avant que ça passe dans le tronc commun, tu le vois pas, tu le vois tout simplement pas, donc ils vont passer à côté. Et du coup, ce serait dans l'appli finale ou dans toutes les applications qui utilisent cette base de code. Imaginez WebKit compromis comme ça, ou Linux compromis comme ça. Ça donne des sueurs froides. Heureusement, jusqu'à présent, ils ont trouvé aucune utilisation de cette méthode de nulle part. Pour le moment. Mais c'est quand même sacrément malin. Bah ouais, c'est quand même assez dingue de se dire qu'un simple morceau de texte dans du code source peut amener à ce type de dérive. Après, j'imagine que le truc qui est pas si compliqué que ça, mais l'enjeu c'est d'aller justement fouiller et modifier le code source. On a vu évidemment qu'il y avait des attaques basées là-dessus, et donc on imagine les conséquences. Et si ça se trouve, c'est déjà largement exploité et on ne le sait pas encore.
Crepson ont analysé déjà des bases de code, certaines bases de code. Alors, ils n'ont pas analysé toutes les bases de code du monde, évidemment, mais donc c'est possible. Mais là où ils ont analysé, donc ils ont analysé en gros les commentaires, ils ont analysé pour savoir s'il y avait des caractères Unicode de contrôle qui sont pas censés être là normalement, et ils en ont pas trouvé. Bon, après, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi, que ils n'en ont pas trouvé là où ils ont cherché. Oui, bien sûr, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Par contre, j'imagine que maintenant, sachant ça, les compilateurs vont peut-être évoluer et avoir des mises à jour qui vont intégrer, peut-être que c'est déjà appliqué, qui vont essayer de protéger ce genre d'attaque. C'est le cri d'alarme, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention à ce genre de truc, donc il faut que les éditeurs, que les compilateurs prennent ça en compte et justement... au moins donne une alerte si jamais il y a un caractère Unicode qui a rien à foutre là et qui est en plein milieu, quoi. Effectivement. On a un petit peu de recul maintenant, bon pas des tonnes, hein, mais quelques semaines en tout cas, suite à la promulgation, on peut le dire comme ça, du Bitcoin comme monnaie officielle du Salvador. Et il y a des soucis, il y a des soucis puisqu'il y a des petits malins qui exploitent les durées pendant lesquelles les prix sont gelés. Je fais ça très schématiquement, mais tu vas peut-être nous expliquer ça un petit peu plus clairement. Et donc il y a eu évidemment des petites modifications qui ont été prises en compte. Grosso modo, l'expérimentation montre que c'est pas gagné d'utiliser le Bitcoin au quotidien, Guillaume. Peut-être qu'on aurait dû s'en douter, parce que c'est pas une monnaie qui est faite pour utiliser au quotidien, mais bon. Oui, c'est pas une monnaie. Le fait qu'elle fluctue de manière assez large, à la minute près ou à la seconde près, et que elle puisse avoir des fluctuations comme ça assez grandes, forcément ça la rend difficile à utiliser. Bon, ça, Bukele, le président salvadorien, il en a bien conscient. Donc quand ils ont fait leur portefeuille Chivo, donc Chivo c'est le nom du portefeuille au Salvador, ils se sont dit, bon, quand même, c'est compliqué si t'achètes un truc, et le temps que la transaction soit faite, le prix a changé. Et parce que c'est largement embêtant quand même, au quotidien. T'imagines, tu vas dans les rayons du supermarché, tu prends une brique de lait et t'arrives à la caisse, bim, elle a augmenté de prix, c'est un peu compliqué du coup. Ah mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que le prix peut changer entre le moment où ton article est scanné et au moment où tu le payes. Oui, c'est vrai, c'est encore pire que ça. Donc c'est compliqué. Donc pour essayer d'éviter ça, ils ont mis dans le Chivo une fonction qui gèle artificiellement le prix de ce que t'achètes. Donc en fait le prix du Bitcoin, il gère le prix du Bitcoin artificiellement quelque part. Donc c'est ça, dans Chivo, le prix du Bitcoin est gelé pendant 60 secondes à partir du moment où tu fais un achat. Donc ça permet effectivement d'avoir une stabilité pendant, en gros, effectivement t'achètes un truc, le prix ne varie pas, tu l'achètes au prix que tu l'as vu, quoi, quelque part. Bon, c'est artificiel, ça veut dire que la monnaie fluctue quand même. Et si jamais cette fluctuation est désavantageuse, c'est l'État qui prend en compte, c'est ceux qui gèrent Chivo qui réinjectent en fait le différentiel. Mais du coup, c'est super, évidemment, parce que admettons que toi, tu achètes un Bitcoin, le prix du Bitcoin est gelé. Bon, ok, si le Bitcoin monte, ça veut dire que t'as gagné. Ce que je peux vérifier en temps réel pendant la minute de gel. Oui, parce qu'évidemment, le prix est gelé, mais c'est artificiel. Par ailleurs, tu vérifies s'il monte ou pas. S'il monte, c'est super, tu l'achètes. Mais s'il monte pas, s'il descend, tu vends. Puisque de toute façon, le prix est gelé. Donc si tu le vends, tu paies rien. Et c'est l'État qui encaisse. C'est l'État qui éponge le truc. Et évidemment, il y a des gens qui ont utilisé ce truc-là pour scalper l'État, tout simplement, puisque, en gros, ils font des paris sans risque. Puisqu'ils font un pari sur le truc, que le Bitcoin doit monter. S'il monte, ils encaissent le fric. S'il monte pas, ils récupèrent leur pognon. Et puis la baisse effective, la vraie baisse du Bitcoin, elle est épongée par l'État. Donc forcément, le gouvernement s'en est quand même évidemment rendu compte. Il s'en est ému. Donc le 18 octobre, finalement, le gouvernement salvadorien a viré carrément le gel de 60 secondes. Parce qu'il y a eu trop de fraude. Du coup, on se retrouve avec une monnaie qui fluctue naturellement, on va dire, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, c'est sûr que les Salvadoriens sont pas hyper chauds pour utiliser le Bitcoin, ils l'ont montré en descendant dans la rue. Alors, Chivo, ça s'est très très bien téléchargé, puisqu'il y a beaucoup de Salvadoriens qui l'ont téléchargé, il y en a 3 millions. Je sais plus combien compte le Salvador, mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont téléchargé parce que il y a $30 à la clé, tout simplement. Qu'au Salvador, $30, c'est quand même une somme, donc ce serait con de passer à côté. Mais en attendant, 93% des entreprises du pays n'ont jamais reçu le moindre paiement en Bitcoin pour le moment. Donc,
pour l'instant, on va dire que l'expérimentation n'est pas complètement concluante encore. C'est 6,4 millions pour la population Salvador. C'est près de la moitié. C'est beaucoup quand même. Voilà, c'est énorme. Probablement pour la prime à l'ouverture, comme on dit dans le milieu. Un petit détour du côté des futurs data centers Azure, Guillaume. Ouh, je sens que ça va me faire rêver, ça. Ouais, mais alors tu sais que les data centers, donc en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est juste des gros serveurs, des fermes de serveurs. C'est des fermes de serveurs, donc en gros, c'est des gros hangars dans lesquels il y a des armoires dans lesquelles il y a plein de lames de serveurs, et ces lames de serveurs, qu'est-ce qu'elles font ? Elles chauffent horriblement. Donc tu comme climatises. Tous les PC. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit t'habites, je sais pas, en Suède, et ce que tu fais en général, c'est un petit peu comme ici, tu ouvres la fenêtre, et ça suffit. C'est ce qu'on appelle le refroidissement adiabatique. C'est tout con, hein. Tu ouvres la fenêtre. Bon, évidemment, s'il fait trop chaud dehors, ça marche pas. Et donc, tu dois passer à d'autres trucs. Alors, toi, tu climatises effectivement, mais climatiser, en fait, tu peux utiliser d'autres méthodes, comme par exemple, Microsoft, apparemment, ce qu'ils utilisent beaucoup comme méthode, en plus d'ouvrir la fenêtre, c'est d'avoir ce qu'ils appellent des systèmes à évaporation. Donc, tu fais passer de l'eau, tu fais évaporer cette eau par la chaleur, et l'évaporation absorbe de l'énergie. Donc, ça refroidit naturellement. Donc c'est un système qui fonctionne plutôt bien, mais qui donc fait sortir de l'air saturé de vapeur d'eau, et donc ça consomme de l'eau, tout simplement. Et ça, c'est un souci, parce que de l'eau, c'est une ressource qui n'a pas forcément en abondance partout, et puis qui de base va devenir de toute façon de plus en plus précieuse, quoi. Donc le fait que un data center qui est dans un endroit sec puisse consommer autant d'eau qu'une petite ville, c'est un problème, et ça fait pas très bien pour une entreprise qui a décidé d'être hyper impliquée écologiquement, qui veut être carbone négative en 2030, etc., etc. Donc ils ont décidé effectivement quand même de prendre le problème à bras le corps. Et donc la première solution, elle est vraiment toute conne, c'est de faire tourner les serveurs plus chauds. C'est-à-dire, en gros, là, ils refroidissent pour maintenir le serveur à une certaine température, qui est jugée optimale. Ce qu'ils vont faire, c'est des expériences pour savoir si ça tourne aussi bien à 2, 3, 4 degrés de plus. Okay. Tout simplement parce que ça réduit les besoins en refroidissement, tout connement. Et en fait, c'est selon le niveau de stabilité des serveurs, ça pourrait réduire de 60% en fait, la consommation de l'eau, et c'est plutôt simple à mettre en pratique. Donc ça, c'est quand même assez... c'est pas con, quoi. Après, ça va pas réduire complètement, ça va pas réduire à zéro la consommation d'eau des data centers de Microsoft, en l'occurrence. Et donc, ils ont dans l'idée d'utiliser d'autres technologies, en particulier une technologie qui est vachement rigolote, qui est pas du tout nouvelle en fait, mais qui est très peu utilisée, c'est celle de la submersion. Donc en gros, tu prends tes serveurs et tu les plonges dans un liquide, qui est pas de l'eau, bien entendu, qui est un fluorocarbone. Pourquoi c'est le fluorocarbone ? Parce que, alors déjà, pourquoi c'est pas de l'eau ? Ça, je crois que c'est assez évident. Mais surtout, c'est un liquide qui bout à une température très basse. Les fluorocarbones qui sont utilisés en général, c'est des trucs qui bouillent. C'est un truc qui bout à 50 degrés au lieu de 100. Donc, clairement, quand tu mets un serveur dedans, ça bout. Parce que ça atteint les 50 degrés allègrement, donc ça bout. Et c'est super, parce que tout simplement, tu prends un serveur, tu le fous dans le fluorocarbone, ça, là où c'est chaud, ça bout, donc ça veut dire que ça crée des bulles qui tout naturellement, par convection, vont transporter la chaleur qu'elles ont extraite sur les processeurs vers le haut. Vers le haut, elles vont condenser sur une plaque qui, elle, sera froide. Et donc, elles vont redescendre en condensant, ça en forme des gouttes froides qui retombent dans le liquide, qui donc refroidissent l'ensemble. C'est intéressant cette mécanique avec les bulles. Là. Et en fait, c'est un système qui est très... une seconde. Excusez-moi, je suis désolé. Ça, c'est un reste de rhume. Ça, c'est parce que t'as plongé dans la piscine, du coup t'as pris froid, tu voulais tester ce que ça faisait d'être à la place des serveurs, et voilà quoi. Exactement. Et oui, parce que moi je suis pas à 50 degrés, je suis qu'à 37, ça boue pas, ça marche pas. Ça boue pas assez. Il faudrait d'autres produits encore qui bouent à 37 degrés, je sais pas lesquels existent. Mais bon. Exactement. Enfin bon, toujours est-il que donc ce système à changement de phase, c'est pas du tout une nouveauté. De mémoire, ça a été utilisé sur les super ordinateurs Cray dans les années 80. Je me souviens très bien d'ailleurs de cette image qui m'avait marqué à l'époque où tu avais des
Les superordinateurs de l'époque, c'était vraiment des machines très particulières. Hein. C'était pas comme aujourd'hui des rangées de serveurs avec dedans des composants qui sont relativement proches de ce qu'on utilise, juste en plus costaud. C'était vraiment un truc particulier. Et je me souviens qu'il y avait une version d'un Cray qui était, je crois qu'il s'appelait, enfin qu'on appelait Waterfall ou je sais plus comment on l'appelait, un truc comme ça. Et en fait, tu avais des morceaux de l'ordinateur qui étaient carrément dans un liquide. Et le liquide circulait, t'avais les bulles comme ça enfin, c'était exactement le même système en fait. Et donc c'est pas nouveau, mais ça fonctionne très bien et ça élimine complètement le besoin d'eau, tout simplement. Donc avec ça, il pourrait complètement, ou presque complètement, éliminer le besoin en eau pour les data centers. Le problème, c'est que c'est techniquement très compliqué, parce que mince, évidemment, je pensais que c'était viable, moi là, ton truc, c'est dommage. Non, mais c'est parfaitement viable. Mais par contre, faire transitionner un data center existant vers une solution liquide. D'accord, le fait de changer. Là, c'est compliqué. Parce que c'est pas du tout le même paradigme. Hein. Je veux dire, t'es obligé de foutre tes serveurs dans du liquide. Et donc, ça veut dire qu'il faut contenir le liquide. Tu peux pas accéder à tes serveurs. En cas de panne, il faut les sortir du liquide. C'est une logistique différente. C'est quand même très complexe. Ça va faire le jour ou pas? Ou ça reste au stade théorique pour l'instant? Pour l'instant, ils sont en expérimentation et ils vont continuer à construire des data centers parce que, je veux dire, avec la demande qu'il y a en cloud, il y a 50 à 100 nouveaux data centers par an qui vont être construits à partir de maintenant. C'est démentiel dans le monde. Hein. Rien que pour Microsoft. Donc, c'est monstrueux. Donc oui, il y en a qui vont utiliser ces systèmes-là. Et puis, voilà, ça va être... Là, pour l'instant, ils sont en phase d'expérimentation. Ils espèrent que ce sera pas trop nécessaire, parce que c'est quand même plus compliqué et plus cher, mais c'est une option, quoi. Ok, intéressant. J'imagine bien les petits bains à bulles, effectivement, générés derrière. Mais a priori, tu dis, c'est pas de l'eau, du coup, c'est tu m'as dit? C'est du fluorocarbone. C'est un fluorocarbone. C'est un liquide au fluorocarbone. Alors, je sais pas exactement, il y en a probablement plusieurs. D'accord, d'ailleurs. Okay. C'est utilisé par les mineurs de crypto-monnaies, hein, ce genre de truc. Hein. C'est pas du tout... Ça vient pas de la cuisse de Jupiter. Intéressant. C'est chaud, mais cette fois-ci, c'est pas bouillant. Tu as utilisé ton radar que tu as emprunté à la police nationale et tu as flashé un Core i9. Guillaume, quel est son record de vitesse? 6,8 GHz. Ça fait pas rêver, ça. C'est énorme. C'est énorme. Donc, Intel a invité un overclocker renommé qui s'appelle Allen Golibersouch. Alors, Splave, Splave, c'est son nickname. C'est plus facile à dire. Son pseudo, c'est beaucoup plus facile à dire. Donc, c'était un event. Ils ont invité ce mec qui est donc spécialisé. Ils lui ont filé le top du top de leur nouveau processeur, le i9 12900K. Donc, le Alder Lake avec, tous les meilleurs trucs, évidemment, la meilleure RAM, la meilleure carte de mer, etc., etc. Et donc, il a réussi à pousser ce truc-là à 6,8 GHz sur les cœurs performance, parce que dans le nouveau Alder Lake, il y a les cœurs performance et les cœurs économie. Donc, les cœurs performance ont été poussés à 6,8 GHz, et les cœurs économiques, ont été poussés à 5,3 GHz. Donc, c'est quand même très impressionnant, et évidemment, les performances s'envolent de manière assez logique, hein, forcément. Donc c'est... Et alors comment il s'y est pris? Comment il s'y est pris, Guillaume? Parce que là sur la photo je vois une vulgaire chaussette entourée avec un élastique. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Je crois qu'il a fait du water cooling assez standard en fait. Hein. Je pense pas qu'il ait utilisé... Non, mais je veux dire... je pensais qu'il avait trouvé une technique révolutionnaire. Non, en fait le but c'est de montrer que... que tu peux pousser le... Enfin, je pense que le but c'est tout simplement de montrer que le nouveau Core machin... Il est capable de monter très haut en fréquence, que si t'es overclocker, tu vas pouvoir t'amuser avec, et pas forcément avec de l'azote liquide, quoi, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu cette idée-là. Et sans le plonger dans un bassin à bulles. Merci beaucoup Guillaume pour cet épisode week-end. On espère que ce petit supplément vous aura intéressé, aura complété un petit peu l'information de la semaine dans Tech Café. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode hebdomadaire de Tech Café, abonnez-vous forcément au flux du podcast. Et puis en attendant, je ne peux pas m'empêcher de te demander Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ?
Écoute, est-ce qu'on peut me retrouver sur internet? Je ne sais pas. Tu as vu, j'ai une quinte de tout. Je pense que je vais me mettre au vert un petit peu. Tu vas aller chez Amélie dans le métaverse pour aller demander la consultation d'un médecin le plus proche. Merci beaucoup Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et puis on compte sur vous évidemment pour aller jeter un coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous avez une page qui vous explique comment ça fonctionne, ce dont vous pouvez bénéficier. Probablement la contrepartie phare en soutenant Tech Café financièrement, c'est de bénéficier du podcast sans la pub, du chapitrage des émissions et quelques infos exclusives. Merci beaucoup pour votre fidélité. On vous dit rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.